Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est pile poil 10 heures. On va être très ponctuel. Donc, déjà, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue. Je me présente avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Je suis Myriam Bensad et je suis chargée de mission au SPI Vallée de Seine. Donc, bienvenue à tous, que vous soyez collectivité ou industrielle de la Vallée de Seine, mais également du Nord, puisqu'on a ouvert cet atelier à nos collègues du S3PI, Hainaut, Cambrésis, Douaisis, et à leurs membres, puisque c'est un sujet qui intéresse également leur territoire, en tout cas qui a fait écho quand on leur a fait part de notre souhait de travailler sur le sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les intervenantes, je voulais juste donner quelques minutes de répit aux retardataires et vous présenter en quelques mots le SPI Vallée de Seine, parce qu'on a quelques personnes qui sont inscrites et qui ne connaissent pas forcément le SPI Vallée de Seine. Donc, le SPI Vallée de Seine, on a fait court, on a fait SPI, mais il faut bien entendre un SPPPI ou S3PI pour Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles. Donc, on fait partie d'un réseau national d'une dizaine d'entités un peu partout sur le territoire national. Donc, je vous ai parlé de nos collègues du Hainaut, Cambrésis, Douaisis, mais vous en avez aussi d'autres dans le Nord. Vous en avez à Lyon, il y en a du côté de la Normandie, de Strasbourg, de PACA, de Grenoble. Voilà, on est quelques-uns à œuvrer sur cette mission commune d'information et de concertation autour des questions d'environnement industriel. Alors, le S3PI est malgré tout le seul, le SPI Vallée de Seine, pardon, est malgré tout le seul S3PI d'Île-de-France. Et on a cette mission commune dont je vous parlais d'information et de concertation. Et pour y parvenir, en fait, on organise un certain nombre d'actions. Donc, ça peut être des publications à travers des plaquettes thématiques ou la lettre du SPI, notre bulletin qu'on publie 3 fois par an avec des sujets d'actualité. Ça peut être aussi des réunions, donc des réunions ouvertes à tous en grand nombre, en mode plénière sur des thèmes, ou alors des ateliers, ou alors des ateliers avec un format en fait un peu plus restreint et sur des sujets un peu plus techniques. Donc voilà. Donc là, je vous ai fait un petit slide juste pour vous donner quelques informations. Alors attendez, il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Je suis en train de le chercher dans la liste. J'arrive. Alors, je vais. Hop. Voilà, normalement c'est bon. Donc on ne sait pas encore le devenir. Voilà. Du coup, j'en étais à la présentation du SPI. Donc là, un petit slide rapide juste pour vous donner les grandes infos que je viens de vous retracer. Vous avez aussi une petite carte à droite qui vous montre notre territoire d'action qui est infradépartemental. Donc c'est la Vallée de Seine, comme le nom du SPI Vallée de Seine l'indique. C'est le nord du département des Yvelines. Et puis vous dire également voilà, vous avez plusieurs moyens de nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Là, je vous ai fait une petite diapo pour vous montrer un petit peu nos différentes coordonnées. Donc, vous avez le site internet, vous retrouvez notre adresse, sachant que en tapant dans Google SPI Vallée de Seine, vous nous retrouvez aussi. On est également sur Twitter si vous voulez nous suivre. Et puis, je vous ai mis aussi pour plus de simplicité un rappel de notre adresse mail, mais c'est celle par laquelle vous vous êtes inscrit. Donc, vous n'hésitez pas, s'il y a besoin, vous pouvez passer par l'adresse mail. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la présentation du SPI parce que je pense que vous êtes tous impatients de rentrer dans le vif du sujet. Juste vous dire que si vous voulez plus d'informations sur le SPI Vallée de Seine, sur notre structure, ou si vous voulez rejoindre le réseau, profiter de ces travaux, ça sera avec grand plaisir. Et vous n'hésitez pas à vous envoyer un petit mail avec des propositions et puis je viendrai à votre rencontre. Je viendrai vous rencontrer pour vous présenter tout ça plus en détail. Alors, maintenant, on revient sur l'atelier qui est consacré aux friches industrielles pour cette session. Et plus précisément au recyclage des friches industrielles. Donc, c'est un sujet qui rencontre un franc succès, comme on a pu le constater au retour d'envoi des invitations. On compte une 50aine d'inscrits pour cet atelier en format restreint, comme je vous disais. Et puis on a reçu aussi d'autres demandes de gens qui ne pouvaient pas être présents, mais qui étaient très intéressés et qui nous demandaient, en fait, on leur envoie le support. Donc, on sait que c'est un sujet qui est important. C'est une première étape pour le traiter. On sera peut-être amené à y revenir en cas en fonction des besoins que vous exprimerez.
Et pour en parler, évidemment, on a fait appel à deux expertes. C'est donc Séverine Cohuet, qui est chef de projet Cité Sol Pollué à la Direction régionale Île-de-France de l'ADEME, et Donatienne Polvèche, chargée de mission à la DRIUAT. Donc, je leur dis un grand merci de la part de l'équipe du SPI Vallée de Seine d'avoir accepté l'invitation. Et avant de leur céder la parole, juste quelques précisions. Les supports de présentation, ça c'est pour vous faciliter le suivi de l'atelier, vous évitez de prendre des notes. Sachez que le support va être mis en ligne assez rapidement, il vous sera transmis, on vous enverra un petit mail pour vous donner le lien sur le site internet du SPI. Et puis, toujours le même principe. En termes de visio, vous commencez à avoir l'habitude. On garde les micros et les caméras coupés pour garder un bon flux et faciliter la connexion de tout le monde. Et puis, pour tout ce qui est questions, on va vous inviter à les poser dans le chat, dans la boîte de dialogue, et puis tout au long des interventions. Puis, à la fin des présentations, ce qu'on vous propose, c'est de traiter ces questions avec un temps de réponse. Voilà, avec Laurence, avec ma collègue Laurence, on va guetter vos questions, puis on va essayer de les transmettre aux intervenantes en fin de session. Voilà. Je passe la parole. Alors, je crois que c'est Séverine qui va commencer. Donc, si tu veux… Alors, attends, je vais arrêter le partage d'écran pour te laisser la main. Donc, Séverine, voilà. Et je te laisse enchaîner. Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Donc, voilà. Dites-moi si c'est bon. Alors, pour moi, c'est bon. Il faudrait juste passer peut-être en mode plein écran. Si oui, bien sûr. Voilà, super. Mais c'est bon, ça passe. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Séverine Cohuet de l'ADEME, de la Direction régionale de France. Donc, je vais vous parler en fait des accompagnements de l'ADEME sur la reconquête des friches urbaines. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter l'ADEME. Donc, Séverine, oui, la bascule en plein écran n'a pas fonctionné. Ça a marché à la répétition, mais ça n'a pas marché là. Donc, si tu peux… C'est bon là ou pas? Non, toujours pas. Ah, zut. Alors… Bon, après, ça n'empêche pas de suivre, hein, donc on pourra… Mais c'est vrai que ça… Est-ce que ça marche si je suis pas en plein écran? Alors, attends, j'enlève, parce que j'ai évidemment un petit… on voit, il manque le haut de ta slide, en fait. Il faut parfois passer en visionnage avant de partager l'écran. Ok, donc je vais arrêter l'écran. Ok. Alors, excusez-moi. Petit souci technique. Alors. Donc, je passe en visionnage. Est-ce que c'est bon? Alors, on a encore la page de l'écran, mais on voit les slides en entier. C'est déjà un bon… Ah ben voilà, ça y est, c'est bon, c'est parfait. C'est parti. Et là, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Ok. Merci. Donc, je vais d'abord commencer, hein, donc désolé pour ce contretemps. Donc, je vais commencer par présenter l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a pour mission en fait la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. On a une mission de conseil et d'expertise auprès des entreprises, des collectivités locales et du grand public. On a cette même mission auprès aussi des ministères. Et notre mission aussi consiste à aider au financement de projets dans ces domaines d'intervention. Donc, toute notre offre de service peut être retrouvée en fait sur notre plateforme, donc Agir pour la transition de l'ADEME. Donc, il y a deux entrées, enfin il y a trois entrées. Donc, il y a une entrée entreprise, une entrée collectivité, une entrée particulier. On a organisé également de nombreux webinaires, notamment dans le cadre du plan de relance. Donc, vous pouvez les retrouver, c'est pareil, sur notre site internet.
Et on met en place, enfin, on met à disposition des ressources méthodologiques et techniques qui sont sur le site de l'ADEME, dans le site de la librairie. Et on met en place des formations qui sont disponibles aussi via le lien qui est sur la présentation. Et donc pour vous dire aussi que l'ADEME en Île-de-France, on a mis en place un fil d'actu qui se retrouve sur notre site internet, mais Île-de-France. Il faut savoir aussi que l'ADEME en fait, l'ADEME a 3 pôles. Donc, le premier pôle, c'est la transition énergétique. Le pôle deuxième, c'est le ville et territoire durable. Donc, c'est le pôle auquel j'appartiens. Et le pôle économie circulaire et déchets. Ces 3 pôles, en fait, permettent d'avoir une approche intégrée écosystémique de la transition écologique. J'ai détaillé dans le slide un peu tous les domaines sur lesquels on intervient. Par exemple, pour la reconversion des friches, donc ça c'est un domaine du pôle ville et territoire durable. On peut avoir également besoin de s'intéresser à l'aménagement, à l'adaptation au changement climatique, mais également aussi au domaine de la méthanisation, parce que les friches, ça permet d'avoir un foncier pour faire de la méthanisation, par exemple, pour mettre en place des fermes photovoltaïques aussi. Donc voilà, donc il y a des liens entre ces pôles qui sont assez forts quand même. Donc quelques chiffres clés de 2021 pour l'Île-de-France. Donc notamment via le plan de relance, l'ADEME a fortement augmenté le nombre de budgets et des aides attribuées et de projets en 2021. Donc en 2021, on a aidé plus de 500 projets pour 110 millions d'euros. Donc 14 projets dans le cadre du fonds Friche, aidés pour 9,3 millions d'euros. Donc ça environ 10% du montant aidé sur la totalité des projets. Et on a aidé 5 études dans le cadre du dispositif d'aide à la décision aux études préalables à la reconversion des friches polluées. Donc ça pour un montant de 126 €. Maintenant, je vais me centrer plus sur la reconquête des friches urbaines. Donc, il faut savoir que l'ADEME, elle est engagée sur 4 missions interdépendantes au service de la gestion des sites pollués et de la reconversion des friches polluées. Donc la première mission, c'est la recherche et le développement. La deuxième mission, c'est le conseil et l'expertise auprès du ministère en charge de l'environnement. La troisième mission, c'est une mission assez particulière au sein de l'ADEME, donc c'est la maîtrise d'ouvrage pour la mise en sécurité de sites à responsable défaillant. Donc c'est des sites pour lesquels l'exploitant est en liquidation judiciaire et qui n'a pas eu le temps ou l'argent nécessaire pour mettre en sécurité les sites. Donc pour cela, en fait, l'ADEME va intervenir soit pour faire des évacuations de déchets, comme on peut voir sur la photo, donc c'est l'évacuation de déchets dangereux, ou alors on va mettre en place des travaux de dépollution, mais pour une mise en sécurité de tiers, non pas pour un nouvel usage. Dans ce cadre, en fait, on intervient selon la circulaire du 26 mai 2011 et on intervient sous arrêté préfectoral de travaux d'office. Et la quatrième mission, ça concerne la reconversion des friches polluées, qui prend une place très importante depuis quelques temps. Du coup, pour aider à la reconversion de friches polluées, l'ADEME a mis en place des outils, notamment l'outil Bénéfriche, enfin l'outil et la méthode Bénéfriche. Donc c'est un outil d'aide à la décision qui permet de quantifier les bénéfices nets socio-économiques et environnementaux d'un projet d'aménagement. En fait, cet outil permet d'aider les collectivités et les acteurs de l'aménagement à orienter leur choix d'implantation. C'est un outil gratuit à disposition de tous, qui est disponible sur notre site internet. Donc j'ai mis le lien sur la slide. Donc en fait, pourquoi la mise en place de cet outil? En fait, on a fait le constat qu'effectivement, les friches urbaines sont des réelles opportunités pour les territoires pour définir une stratégie de sobriété foncière et de zéro artificialisation nette.
Le problème, c'est que la reconversion de friches, ça peut coûter cher, notamment par rapport au coût de dépollution, au coût de démolition, de désamiantage. C'est des coûts qu'on n'a pas sur un projet d'aménagement sur des espaces agricoles ou naturels. Du coup, on a voulu avoir une vision plus globale en prenant en compte les effets induits à un projet d'aménagement, tout en comparant en fait ce projet d'aménagement sur une friche industrielle sera toujours comparé soit au même projet, mais sur des sites à usage agricole ou des sites naturels, ou alors ça peut être une comparaison du projet d'aménagement sur une friche industrielle avec un statu quo, ou alors deux projets d'aménagement sur une même friche industrielle. Et on va prendre en compte les effets directs et indirects. Donc par exemple, on a comme effet direct et indirect l'amélioration de l'attractivité d'un quartier lorsqu'on reconvertit une friche. Du coup, ça va permettre d'augmenter les prix d'immobilier aux alentours du quartier. Il va y avoir une réduction de besoins en infrastructure et en déplacement lorsqu'on fait un projet d'aménagement sur une friche industrielle, parce que les infrastructures sont déjà présentes en fait. Et on peut prendre en compte aussi le maintien des capacités de stockage de carbone dans les sols, vu qu'on va laisser libre des sites naturels ou des sites à usage agricole. Donc, on essaye de monétariser autant que possible ces effets induits. On a réussi à monétariser selon des biographies qui ont pu être réalisées par des experts, donc autant que possible. Et du coup, on compare avec une seule unité unique, donc c'est les euros. Et donc, du coup, comme je l'ai indiqué, donc c'est selon une approche comparative. Donc là, vous voyez, en fait, l'outil, c'est une feuille Excel qu'il faut remplir. Donc, il faut quand même avoir à disposition pas mal de données. Donc voilà, ça représenté par une feuille Excel. Et là, excusez-moi. Donc, vous voyez, en fait, le résultat. Donc c'est sous le format d'une feuille qui met en balance le bilan d'aménageur, pour lequel effectivement on voit que les dépenses sont plus importantes que les recettes. Notamment donc, pour cet exemple là, c'était un exemple de renaturation de l'ex-site Kodak. Mais si on met en balance les bénéfices nets socio-économiques par rapport au déficit opérationnel, on s'aperçoit finalement que sur le long terme, les coûts, le bénéfice net socio-économique est plus important que le déficit opérationnel. Donc, pour faire en fait cet outil, on s'est appuyé de 4 projets d'aménagement qui ont permis en fait déjà d'avoir quelques enseignements. Donc, notamment, le principal enseignement, c'est qu'il y a un nombre limité d'effets qui concentrent la majorité des bénéfices. Donc, les effets les plus importants, donc c'est l'économie dans l'entretien des voiries liées à la limitation de l'étalement urbain, donc l'augmentation des valeurs immobilières à proximité de la friche reconvertie et l'économie des coûts de déplacement. Malheureusement, à ce stade, les poids des effets environnementaux est finalement assez faible. Cela vient du fait qu'en fait, dans les bibliographies, il n'y a pas de consensus encore sur une monétarisation de ces effets, ce qui fait que du coup, on peut très peu les prendre en compte. Voilà. Il faut savoir que cette version, c'est une première version de l'outil, que cet outil a vocation à évoluer. C'est pour cela en fait qu'on a mis en place un accompagnement de 10 porteurs de projets et à l'issue de cet accompagnement, on va prendre en compte les enseignements qu'on a pu avoir avec cet accompagnement et du coup mettre à jour l'outil. Donc cette mise à jour est prévue à la fin de l'été. Et si vous voulez plus d'informations sur cet outil, donc il y a
une présentation lors de l'atelier de journée friche. Donc, je vous ai mis le lien et là, vous aurez vous aurez beaucoup plus d'informations. Donc, effectivement, on a mis en place des outils, mais on a aussi donc mis à disposition des ressources méthodologiques et techniques. Donc, le dernier en date, c'est le guide pour intégrer les friches à risque de pollution dans les démarches de planification territoriale. Donc, je vous en parlerai plus tard, mais l'ADEME a lancé pas mal depuis 2010, des appels à projets pour financer des travaux de dépollution dans le cadre de reconversion de friches. Et du coup, on a réussi à faire un bilan, un enseignement donc technico-économique de la reconversion de friches sur les projets qu'on a pu financer. Et du coup, on a pu mettre en place un guide qui est à disposition sur la librairie. Et on a également mis en place un guide pour la détermination des valeurs de fond dans les sols, donc à l'échelle d'un site et à l'échelle d'un territoire. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la mission de l'ADEME, une des missions de l'ADEME, c'est de soutenir financièrement des projets pour les faire émerger. Donc, vous retrouvez tous les dispositifs sur notre plateforme Agir pour la transition. Donc, on n'a pas de moyens humains, donc on ne peut pas faire de l'aide à l'ingénierie, mais voilà, on a des moyens financiers. Donc, pour la reconquête des friches polluées, on a 2 dispositifs. Donc, le premier dispositif, c'est le dispositif d'aide à la décision qui permet de soutenir les diagnostics territoriaux, donc notamment les inventaires historiques urbains, les observatoires de friches industrielles, les fonds de pédogéochimiques, et les études de vocation. On peut aussi, via ce dispositif, financer des études préalables aux travaux de dépollution, donc que ce soit des diagnostics, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les plans de gestion. Donc les plans de gestion, ça permet en fait de faire un bilan coût-avantage des techniques de traitement à mettre en place sur le site. Et on peut financer des plans de conception de travaux. Donc les plans de conception de travaux peuvent comprendre des essais pilotes et des essais laboratoires qui permettront de dimensionner donc la technique qui aurait été sélectionnée dans le cadre du plan de gestion. Et du coup, ce plan de conception de travaux permet de dimensionner donc cette technique, mais aussi de vraiment de s'assurer en fait que cette technique est bien appropriée au site. Et on finance aussi des études, des IEM, des interprétations de l'état du milieu. Donc, cette étude permet en fait de voir si le site a des influences sur les riverains et du coup s'il y a des risques sanitaires des riverains dus au site pollué. Ce dispositif s'appelle Aide aux études préalables aux reconversions des friches urbaines. On finance entre 50 et 70% du montant des études. Donc les études sont plafonnées à 100 000 €, à l'exception du diagnostic qui est lui plafonné à 50 000 €. Donc je ne l'ai pas indiqué, mais sur le site internet, vous pouvez aussi trouver un cahier des charges qui vous aidera à lancer une consultation pour les inventaires historiques urbains. Voilà. Et donc le deuxième dispositif, c'est le dispositif de soutien aux investissements pour des travaux de dépollution d'anciens sites industriels. Donc l'ADEME a lancé dans ce cadre depuis 2010 des appels à projets annuels. Et donc depuis le plan de relance et via le fonds Friche, l'ADEME a lancé donc 3 appels à projets. Donc on vous détaillera ce fonds Friche un petit peu plus tard. Il faut savoir que le 3e appel à projet, donc celui de 2022, est désormais clos. Et vraisemblablement, le prochain appel à projet sera en 2023, donc soit dans le cadre d'une pérennisation du fonds Friche, soit dans le cadre classique des appels à projet que l'ADEME a pu lancer avant le plan de relance.
Alors, une des conditions, enfin la condition d'ailleurs qui est prioritaire pour pouvoir candidater à notre appel à projet, c'est que les marchés, donc soit des études, soit des travaux, ne doivent pas être notifiés avant candidature. Et vous pouvez retrouver donc aussi tous nos dispositifs d'aide sur une un documentaire enfin une plaquette qui a été qui est sur notre librairie que vous pouvez retrouver donc sur notre site internet. Donc là, j'ai mis quelques chiffres. Donc c'est un bilan hors fonds friche, donc sur la période 2010 à 2020. Donc sur cette période, l'ADEME a pu aider 18 projets de travaux de dépollution pour un budget de 8,9 millions d'euros. On a aidé aussi 18 projets de reconversion, donc ce qui concerne les études préalables aux travaux de dépollution, pour un budget de 525 000 euros. Donc je ne vous ai pas parlé de ce dispositif, mais en fait, donc je vous ai indiqué que l'ADEME pouvait être maître d'ouvrage pour la mise en sécurité de sites à responsable défaillant. Lorsqu'on a connaissance en fait de projets d'aménagement sur le site sur lesquels l'ADEME devrait intervenir, au lieu de faire attendre le porteur de projet, l'ADEME a mis en place du coup un nouveau dispositif qui permet de financer les travaux de mise en sécurité aux porteurs de projet. Donc les travaux de mise en sécurité que l'ADEME aurait dû effectuer. Et comme ça, en fait, le porteur de projet peut continuer son projet d'aménagement sans attendre l'intervention de l'ADEME. Donc dans ce cadre, en fait, on a aidé 2 aides à la mise en sécurité pour un budget de 1,46 million d'euros. Et on a fait une aide au diagnostic territorial pour un budget de 342 000 euros. En termes de répartition par département, bon, au vu du passif industriel du département 93, donc effectivement, on s'aperçoit que c'est ce département qui a eu le plus de subventions. Concernant le 78, donc là, j'ai mis un histogramme en fait simplement pour les travaux de dépollution. Donc, on a eu 2 aides au niveau du 78, 2 aides aux travaux de dépollution entre 2010 et 2020. Donc là, j'ai fait un petit focus donc sur le 78. Donc, pour ce qui concerne les soutiens aux projets de reconversion des études, donc il y a eu 2 études qui ont été subventionnées dans le 78, donc pour un budget de 140 000 euros. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a eu 2 soutiens aux investissements pour un budget de 1 350 000 euros. En termes de répartition d'acteurs privés et d'acteurs publics, donc par rapport au dispositif de l'ADEME, donc on s'aperçoit que les acteurs privés en fait sont quand même moins nombreux, même si ils sont quand même présents. Donc pour ce qui est des soutiens aux projets de reconversion, donc les études, il y a eu 3 acteurs privés sur les 18 projets subventionnés. Pour les investissements, c'est donc 3 acteurs privés également sur les 18 subventionnés. Et pour le fonds friche, donc on a eu 2 acteurs privés sur les 14 projets subventionnés. Donc là, on va parler plus du fonds friche et je vais laisser la main à Donatienne Polvech. Bonjour à tous. Donc je suis Donatienne Polvech, je suis chargée de mission au service prévention des risques de la DRIEAT. Donc je suis chargée de mission cité-sol pollué au département risque chronique. Et donc je suis amenée notamment à travailler avec les équipes de l'ADEME, dont Séverine, sur les dossiers justement à responsables défaillants nécessitant des interventions ADEME, donc sur des anciennes installations classées. Et donc je vais vous présenter les différents appels à projets issus du fonds friche, dont celui de l'ADEME.
Alors, tout d'abord, si on rappelle un peu le contexte effectivement du fonds Friche, donc si on se focalise sur le contexte francilien, il y a, comme vous le savez, il y a un grand besoin de construction, ne serait-ce qu'avec le Grand Paris, avec ses 70 000 logements par an, donc dans un espace fortement contraint et un marché foncier effectivement très tendu. Des objectifs de sobriété foncière et de limitation de l'artificialisation des sols, donc avec le zéro net artificialisation notamment. Un important gisement de friches de différentes natures, qu'elles soient commerciales, industrielles, donc ça c'est pour les plus connus, en renouvellement urbain, délaissé d'infrastructures, routières ou ferroviaires, hospitalières, et des opérations de recyclage qui sont complexes et bien entendu coûteuse. Du coup, en juillet 2020, donc la ministre a annoncé, dans le cadre du plan de relance, la création du fonds Friche, afin de créer un levier pour accélérer les opérations d'aménagement et ainsi contribuer à la réduction du rythme d'artificialisation des sols, de revitalisation des cœurs de ville et de périphéries urbaines, et pour la dynamisation et la relance de l'activité des acteurs économiques. S'agissant des moyens, donc effectivement un budget colossal a été déployé pour financer ces opérations de recyclage de friches. Donc tout d'abord dans le cadre du premier plan et du premier appel à projet, le premier plan était doté d'un budget de 300 millions d'euros. Et 350 millions d'euros ont été développés, ont été mis sur la table en mai 2021 pour lancer de nouveaux appels à projets, et 100 millions d'euros supplémentaires ont été débloqués en janvier 2022. Donc les appels à projets nationaux sont coordonnés donc par l'ADEME pour ce qui est le recyclage des friches industrielles, minières polluées. Et on a effectivement les appels à projets régionaux en faveur du recyclage foncier, pilotés par le préfet de région à hauteur de 589 millions d'euros, donc déjà attribués. Donc ce tableau, effectivement, a vocation à vous permettre de voir les différents critères des 3 appels à projets qui existent. Donc il n'est pas forcément extrêmement lisible, mais quand vous aurez la version informatique, vous pourrez effectivement zoomer sur les différents critères. Donc je vais essayer de vous les expliquer. Donc, on a tout d'abord l'appel à projet dit recyclage foncé de la DRIEAD, donc qui est effectivement piloté par les collègues de la partie aménagement à la DRIEAD, donc pas spécifiquement chez nous. En fait, nous au niveau de mon département, on est amené à contribuer sur des questions, sur certains dossiers qui peuvent être proposés dans ce cadre de ces appels à projets. On a l'appel à projet friches polluées de l'ADEME, dont Séverine vous a déjà un petit peu parlé, et on a l'AMI, reconquérir les friches franciliennes. Donc là, c'est piloté par la région à Île-de-France. Donc AMI, c'est l'appel à manifestation d'intérêt. S'agissant des bénéficiaires, au niveau des 3 appels à projets, on est sur des bénéficiaires dire équivalents, donc les collectivités, communes, EPCI, EPT, les aménageurs, qu'ils soient privés ou publics, les bailleurs sociaux, les entreprises privées, associations. Concernant l'ADEME, concernant l'appel à projet ADEME, c'est effectivement de la même manière tout type de porteurs de projets avec des critères de priorité. Pour l'AMI région Île-de-France, c'est les collectivités, les aménageurs publics et privés, là également sous condition.
Donc au niveau des types de friches, là on a les critères sont sensiblement différents. Pour l'appel à projet des RIEAT, c'est des terrains nus déjà artificialisés qui a perdu son usage ou îlot bâti est caractérisé par une importante vacance ou à requalifier. Il peut s'agir de sites pollués ou non et les ICPE sont effectivement incluses. Il peut s'agir de friches agricoles, les friches agricoles et les décharges sont exclus. Par contre, s'agissant de l'appel à projet ADEME, il s'agit exclusivement des anciens sites ICPE ou miniers, donc y compris ce qu'on appelle les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, c'est-à-dire ceux existant avant la loi de 1976 sur les installations classées. Les friches agricoles, les dépôts sauvages, les anciennes décharges sont également exclus. S'agissant de l'AMI région Île-de-France, c'est tout type de friche, qu'elles soient industrielles, agricoles ou naturelles, et qu'elles soient polluées ou non, et là aussi les ICPE sont incluses. S'agissant des types de projets de requalification, donc pour l'appel à projet de RIEAT, il faut que ce soit un aménagement avec la programmation de logement et ou activité en renouvellement urbain ou revitalisation économique. La renaturation seule est exclue, de même que les équipements seuls. Concernant l'ADEME, c'est les aménagements avec la programmation de logements et ou activités en renouvellement urbain ou revitalisation économique. La renaturation est incluse. Ça peut être aussi, comme le disait Séverine, pour des projets de fermes photovoltaïques ou des projets par exemple de méthaniseurs. Concernant l'AMI région Île-de-France, ce sont des aménagements avec programmation de logements et ou activités, comme pour l'appel à projet de RIEAT, renaturation, comme pour l'ADEME, la remise en culture agricole, le photovoltaïque. Sur les dépenses qui sont financées dans le cadre de ces appels à projets, sur l'appel à projet de RIEAT, c'est tout ce qui est études et travaux, l'acquisition de terrain, donc ça permet de financer effectivement l'acquisition de terrain, et toutes les études préalables sous condition. Pour l'appel à projet ADEME, c'est tout type de travaux de dépollution, y compris les travaux de déconstruction et désamiantage, donc en complément, c'est-à-dire que pour les besoins des travaux de dépollution, s'il y a nécessité de déconstruire et de désamianter, dans ce cadre-là, effectivement, l'ADEME peut être amenée à financer une part des travaux de déconstruction et de désamiantage. Comme l'expliquait Séverine, les études préalables avant travaux ont pu être financés sur les 2 premiers appels à projets, mais sur le dernier c'était pas pris en charge. Juste Oui. une petite précision. En fait, les études préalables ont été financées sur le premier appel à projet dans un objectif en fait de préparer le deuxième appel voilà. à projet. Voilà. Parce que bien souvent, en fait, sur ce qu'on voit, c'est que comme le premier appel à projet a été lancé assez rapidement, il fallait déjà que les projets soient mûrs. Et donc pour finalement aider le plus de projets possible et ouvrir le plus de champs possible, du coup, effectivement, les études préalables ont pu être financées dans ce cadre-là, et on voit effectivement que les porteurs de projets qui ont candidaté pour les études sur le premier appel à projet ont derrière candidaté ont pu candidater sur le deuxième appel à projet, voire éventuellement le troisième en fonction de l'avancement de leur dossier. N'hésite pas à compléter si besoin, Séverine. Concernant l'AMI région Île-de-France, là aussi c'est les études et travaux qui étaient financés. Alors ce sont exclusivement les dépenses d'investissement, l'aide à l'acquisition des terrains sous condition et les études préalables. Donc pour l'AMI, pour la région Île-de-France, les acquisitions de terrain, c'est pour des parcelles agricoles.
Merci pour la précision. Alors sur les montants de la subvention pour couvrir tout ou partie du déficit du bilan de l'opération, et donc c'est déterminé par le préfet de région. Pour l'appel à projet ADEME, donc là, le montant de l'aide est finalement conditionné à la qualité du projet et au niveau de priorité, à l'exemplarité et au caractère incitatif. Il n'y avait pas de plafond défini pour les travaux de dépollution et des bonifications peuvent être mises en place si le projet est exemplaire. Par exemple, si on maximise les travaux de dépollution. Voilà. Concernant l'AMI région Île-de-France, donc le financement de 60% des dépenses éligibles dans la limite de 200 000 euros pour les études, 500 000 euros pour l'acquisition du foncier, donc du coup parcelle agricole, et 2 millions d'euros pour les travaux au maximum. Tous les contacts, vous les retrouverez à la fin de cette présentation pour les différents appels à projets. Il y a des adresses génériques ou des contacts privilégiés selon les différents appels à projets. Mais c'est tous les contacts sont mis à la fin de cette présentation. Tu peux passer, Myriam, la diapo d'après. C'est bon, normalement. Oui, attends. Bah, je l'ai fait de mon côté, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Donc, du coup, comme je vous le disais, il y a eu 3 éditions pour les 3 appels à projets. Le dernier appel à projet vient de se clore il y a peu. Les dispositifs sont effectivement cumulables. On a vu beaucoup de porteurs à projets qui déposaient à la fois des candidatures sur l'appel à projet de RIEAT ou et l'appel à projet ADEME, quand il s'agissait d'anciennes installations classées. Sur la pérennisation du dispositif, en fait, il y a des discussions en cours et il y a des annonces qui seront faites après les élections. Toujours est-il que s'agissant comme l'expliquait Séverine, de l'appel à projet spécifique ADEME, il existait déjà avant finalement le plan de relance et ce fonds friche avec des budgets moins important évidemment, puisque le plan de relance a permis d'avoir une dotation beaucoup plus importante pour pouvoir accepter un maximum de projets. Donc voilà, des annonces seront faites, mais dans les semaines à venir. Si on fait un bilan sur les chiffres de ces différents appels à projets, donc sur l'appel à projet de RIEAT, sur le premier appel à projet, on a eu 46 lauréats sur l'Île-de-France pour un montant de subvention de 64 millions d'euros. Sur le 78, donc sur ces 46 lauréats, le 78 en a eu 6. Donc si on fait un focus spécifiquement sur le département. Concernant le deuxième appel à projet, on a eu 39 lauréats pour un montant de subvention de 44 millions d'euros. Et 5 projets retenus pour le 78. Donc finalement, à l'heure actuelle, 85 lauréats au total sur l'appel à projet de RIEAT. Et sur le dernier appel à projet, 61 dossiers ont été déposés. Donc on voit effectivement une diminution dans le nombre de dossiers déposés. Ce qui est pas illogique, hein, mais normalement les lauréats seront désignés courant juillet de cette année. Voilà. Sur le troisième appel à projet. Concernant celui de l'ADEME, donc on a eu 11 lauréats sur le premier appel à projet pour un montant de subvention de 5,1 millions d'euros.
Spécifiquement donc il n'y a pas eu en fait sur les deux appels à projets, il n'y a pas eu de lauréat ni de dépôt de dossier sur le 78. Et du coup sur le deuxième appel à projet, 3 lauréats pour un montant à peu près équivalent de 4,2 millions d'euros, dont 2 dossiers en liste complémentaire. Peut-être que Séverine, tu peux nous en dire un peu plus sur la liste complémentaire. Oui, en fait, pour la deuxième édition, on avait ouvert à des projets pas complètement matures. Donc, on entend par pas complètement mature, c'est des projets pour lesquels les plans de gestion ou des investigations complémentaires n'étaient pas complètement terminés. Et donc du coup, dans ce cadre-là, on ne pouvait pas forcément les indiquer en tant que lauréats pour ces projets, mais on les a suivis justement pour qu'ils avancent dans leur projet et ils vont être du coup expertisés au titre du troisième appel à projet en fait. Voilà. Sachant que bon, ils ont pu réaliser, terminer leurs études et voilà. Alors, merci pour ces compléments. Et du coup, sur le dernier appel à projet, il y a eu 6 dossiers déposés. Là aussi, vous devez annoncer les lauréats en juillet. C'est ça. En fait, on est sur le même Le même temporalité, hein. timing que les 2 autres appels à projet. Il faut savoir qu'on travaille complètement en étroite collaboration avec la DRIAT et même la région, hein. Donc, pour une meilleure répartition de nos aides, voir si on a besoin de cumuler. Voilà, on est vraiment en étroite collaboration ensemble. Donc sur l'AMI de la région Île-de-France, là le fonctionnement est effectivement un petit peu différent parce qu'il y a déjà eu une session en 2 sessions en 2020, donc la 1 et 2, avec effectivement sur les premières sessions, donc dans le premier cas 13 lauréats pour un montant de subvention d'environ 1 million d'euros, dont 2 lauréats dans le 78. Sur la deuxième session, un peu plus de lauréats, 3 fois plus de lauréats, 30 lauréats pour un budget de presque 2 millions d'euros, dont 7 lauréats pour le 78. Sur les sessions 3 et 4 qui correspondent à la période 2021, donc finalement aux deux appels à projets DRIAT et ADEME, on a 36 lauréats sur ce qui correspond à la session 3. Pour un montant de subvention d'11 millions d'euros. Donc on voit là qu'il y a effectivement le gap avec le plan de relance, avec des budgets plus importants. Dont 3 lauréats pour le 78. Sur la quatrième session, 21 lauréats pour un budget, pour un montant de subvention de 18 millions d'euros, dont 3 lauréats pour le 78. Et sur la première session 2022, 23 lauréats pour un budget de 12 millions d'euros. Par rapport à cette AMI, il faut savoir qu'effectivement, il y a des subventions, mais il y a également de l'aide à l'ingénierie. Donc c'est pour ça que c'est indiqué parmi les lauréats, par exemple pour la session 2, il y en a eu, parmi les 30 lauréats, il y en a eu 15 qui ont été aidés aussi en ingénierie. Donc ils peuvent avoir des subventions et également un appui en ingénierie. Et par rapport à la différence entre la session 1 et 2 de 2020, donc en 2020, en fait, la région n'aidait que pour les études. À partir de 2020, ils ont pu aider aussi les travaux.
d'aménagement. C'est pour ça qu'on voit aussi des coûts plus importants. Donc maintenant, Séverine va nous présenter des exemples de dossiers qui ont pu faire l'objet d'aide dans le cadre de ces appels à projets, afin de pouvoir vous illustrer plus en détail. Alors, je vais vous parler en fait d'un projet qui n'est pas dans le 78 malheureusement, mais qui a quand même eu le bénéfice d'avoir cumulé plusieurs aides de l'État. Donc, pour que vous ayez quand même une idée des projets qu'on peut financer et comment on peut cumuler nos aides. Donc, il s'agit du projet de requalification économique à vocation culturelle de la friche des laboratoires éclairs à Épinay-sur-Seine. Donc en fait, c'est un site qui a un patrimoine culturel, économique et social très important, hein. Donc c'est un site emblématique à Épinay-sur-Seine, où il y a toujours un lien entre les laboratoires et les studios qui est présent à Épinay-sur-Seine. Donc ce site a une superficie de 4 hectares, mais comprend également une forêt urbaine. Donc c'est un site qui a vraiment un enjeu écologique et avec une problématique de dépollution et de remise en état. Donc les terres sont polluées au solvant chloré, type perchloroéthylène, hein, qui sont utilisés notamment dans les anciens pressings. Et donc les terres sont polluées, mais également les eaux souterraines aussi. Donc la ville en fait a un souhait d'inscrire ce projet, enfin ce site, dans une démarche de culture, de création, qui placerait l'art et la culture au cœur de la fabrique de la ville. Donc là, vous avez une image un petit peu du site avec les bâtiments qui sont tels quels, les bâtiments qui ont été utilisés lors de l'exploitation par les laboratoires éclairs. Donc actuellement, les bâtiments sont vacants, à l'exception d'un seul qui est toujours utilisé par l'entreprise Sonodi. Donc, en termes de projet, il y a 2 axes majeurs. Donc, il y a la valorisation du patrimoine végétal et écologique et une ouverture physique à faire entre le centre-ville et les autres quartiers. Donc du coup, les objectifs opérationnels sont l'ambition d'un projet ouvert sur la ville avec un écosystème culturel à faire naître, donc avec une filière art, notamment dans le domaine des arts visuels, hein, pour rester en lien avec le laboratoire éclair. Il y aura une filière artisanat d'art et une filière image. Donc, pour ce faire, ce projet a besoin d'être dépollué. L'objectif de la ville est de conserver un maximum de bâtiments. Donc, il n'y aura qu'un seul bâtiment qui sera démoli. Et donc, du coup, il y aura une constructibilité faible et des espaces publics généreux. Donc, ce projet d'aménagement va se réaliser en 3 temps. Donc, le premier temps, en fait, va permettre d'aménager en fait la partie la plus proche de la forêt urbaine. Le deuxième temps, donc on va aller un petit peu plus vers l'est du site et au troisième temps, donc tout le terrain sera occupé par des activités artistiques. Donc par rapport à la programmation, donc là on est, la ville d'Épinay a lancé le temps 1, donc ça va être, le site va être occupé par Zouk Machine et le navire Argo avec un objectif de proposer des animations et des événementiels. Donc c'est dans ce temps 1 en fait que va avoir lieu les travaux de dépollution. Donc là, si on fait un zoom sur la dépollution, donc on voit qu'il y a 3 zones de sources concentrées. Donc la première qui est au milieu du site, la deuxième qui est en limite du site et la troisième qui est plus à l'est du site.
Donc, la ville d'Épinay a prévu dans ce cadre donc des travaux de dépollution des sols. Donc, ça va être du venting. Donc, c'est des aiguilles qu'on va implanter dans le sol et qui vont permettre d'aspirer les gaz du sol. Et il y aura également sur 2 zones un traitement par oxydation chimique des eaux souterraines. Donc en fait, la ville, pour faire émerger pour faire avancer ce projet, a bénéficié du soutien à l'ingénierie de la région Île-de-France, puis du soutien financier de la région Île-de-France. L'ADEME a également financé les études préalables aux travaux de dépollution, et ce projet en fait est un des 2 projets en liste complémentaire de la 2e session, et on l'accompagne du coup pour avancer sur ces travaux de dépollution, et voilà, donc on aura plus d'éléments lors de l'annonce des lauréats de la session 3, mais bon, il est bien parti pour être financé par l'ADEME pour les travaux de dépollution. Donc là, j'ai voulu ouvrir aussi un petit peu sur une vision un peu plus transversale, parce qu'effectivement, comme j'ai pu le dire au tout début, les friches urbaines, c'est une réelle opportunité pour s'inscrire, enfin pour que les territoires s'inscrivent dans une démarche de zéro artificialisation nette. Mais l'ADEME a développé pour cet objectif de zéro artificialisation nette d'autres dispositifs, donc notamment un appel à manifestation d'intérêt, donc qui est un appel à manifestation d'intérêt national, hein, donc pas forcément en Île-de-France, qui avait pour but en fait d'aider les territoires à développer leur stratégie de zéro artificialisation nette, ou alors dès lors qu'ils avaient déjà une stratégie, eh bien, les aider dans le cadre d'études plus opérationnelles. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt est clos, hein, contrairement à ce qui a pu être indiqué dans la slide. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt est clos. Il y a eu 2 dossiers sélectionnés en Île-de-France sur les 22, donc la ville de Ris-en-Rungis et le conseil départemental de l'Essonne, donc pour le développement d'une stratégie ZAN. Cet AMI a aussi un double objectif, donc effectivement d'accompagner les territoires, mais également de mettre en place une communauté d'acteurs sur le zéro artificialisation nette, afin en fait d'acquérir des connaissances, des compétences, et éventuellement de mettre en place un guide méthodologique pour aider les territoires à orienter leur stratégie ZAN. Donc, dans ce cadre, il y a un potentiel appel à projet qui pourrait être lancé en 2023 pour des travaux nécessaires au zéro artificialisation nette. Et il faut savoir qu'en Île-de-France, on a en projet de lancer également un appel à manifestation d'intérêt ZAN, mais centré en fait sur des financements d'études, donc type diagnostic état des lieux, hein, donc inventaire historique urbain, observatoire des friches, qui dépendrait du coup de notre dispositif d'aide à la décision pour la reconversion des friches polluées, et qui permettrait du coup de contribuer à cartographier les ressources mobilisables dans le cadre du volet planification de la trajectoire ZAN. Et il faut savoir aussi que l'ADEME, donc en juillet 2021, a mis en ligne, donc sur la librairie de l'ADEME, un état de l'art sur le zéro artificialisation nette, donc qui permet de mettre à plat en fait toutes les recherches, toutes les études sur les zéro artificialisation nette, donc avant la loi climat et résilience, hein, qui est sortie en août 2021. Et enfin, pour finir, donc là, je vous ai mis tous les contacts
que ce soit en Île-de-France pour l'ADEME. Donc il faut savoir qu'en Île-de-France, on a mis en place des animations territoriales. Donc il y a un animateur territorial pour chaque département. Donc dans le 78, c'est Jean-Yves Marie-Rose. J'ai mis le contact donc, pour les dispositifs riches. Donc c'est moi-même et mon collègue Christophe Loiset. J'ai mis le contact également pour le Hauts-de-France. Donc c'est Emmanuel Tess pour le dispositif de la reconquête des friches. Et j'ai remis les dispositifs pour les AMI de la région Île-de-France. Enfin, j'ai mis les contacts, pardon, pour les dispositifs de la région Île-de-France. Donc vous avez l'adresse internet. Et pour la DRIAT, par rapport au fonds friche, recyclage du foncier. Donc là, en fait, il faut se rapprocher des UD existantes qui sont indiquées via le lien que j'ai pu indiquer sur la slide. Donc, j'ai terminé. Et je vais arrêter le partage. Voilà, on se retrouve. Merci beaucoup, Séverine, et puis merci, Donatienne. Je pense que c'était très complet et c'était aussi très clair. Ça permet d'avoir un bon panorama des aides et puis du dispositif. En termes de questions, alors je vais vous inviter à écrire vos questions dans le forum de discussion. On a eu quelques petites questions, commentaires. Alors, il y a peut-être des choses qui ont été répondues parce que les questions étaient un peu avant la partie retour d'expérience et exemples. Mais alors la première, c'était de Madame Zoubiri, de Saint-Quentin en Yvelines. Elle souhaitait avoir en fait des précisions sur les types de projets de reconversion et les sites dans les Yvelines. Donc, on y a peut-être... Il y a un peu de tout, hein, en tout cas sur l'appel à projet DRIAT sur les Yvelines. Alors il y en a un qui concernait en fait une ancienne activité industrielle, mais c'est pour des logements. Mais on peut avoir des porteurs privés ou publics. Alors la plupart du temps, c'est quand même plutôt les porteurs publics qui font l'objet qui déposent des dossiers et qui candidatent. Il y a quand même une plus grosse partie qui candidate et donc de ce fait une plus grosse partie qui se fait aider, mais c'est un peu tout type de projet. Là justement, j'étais en train de regarder les listes, je regarde ça avec un peu plus de précision et je reviens. D'accord, c'est noté. Dans la continuité, alors je vais faire par ordre chronologique parce qu'on n'a pas énormément de questions, donc ça sera plus simple. J'avais Monsieur Dubuin, alors j'ai vérifié là sur le listing des inscrits, a priori c'est la commune de Mareil-sur-Moldre qui n'y avait pas de question, mais voilà, qui partageait son retour d'expérience et qui disait que sur son village, il y avait un ancien moulin-usine sur lequel il y avait un projet de reconversion multimodale avec habitat, artisanat et un aspect aussi associatif. Et donc, a priori, la préemption a été effectuée sur le site à ce jour. Voilà, donc ça permet de partager ce retour d'expérience. Ça peut peut-être être intéressant du côté de l'ADEME, de la DRIAT et puis même des autres participants. Est-ce que là-dessus, vous avez un commentaire, Séverine et Donatienne ou... Alors, moi, je n'ai pas forcément de commentaires, donc... Alors, du coup, est-ce que M. Debuin souhaite prendre la parole et partager un peu plus, enfin voilà, donner plus d'infos? Est-ce que vous le souhaitez, M. Debuin? Oui, je peux compléter un tout petit peu. Donc, c'est un projet sur lequel on est présent depuis plus d'1 an. Là, les choses se sont accélérées sur la vente du site sur lequel il y a eu une vente et sur lequel on a fait une préemption. Donc, on est encore à la phase finale des recours, savoir si c'était vraiment, normalement, on devrait être propriétaire à la fin de l'été. Et à partir de là, donc, on a un investisseur privé qui, effectivement, nous a fait un projet à la fois de préservation d'une partie du patrimoine, donc 18e siècle. Alors, c'est du 18e siècle qui a été remanié de façon un peu sauvage au cours des années, passé de moulin à une usine 19e, 20e,
voilà, je pense qu'on n'a pas eu de diagnostic, malheureusement, c'était dans le domaine privé, mais on va devoir avoir un diagnostic de dépollution. On a identifié un certain nombre d'ailleurs de transformateurs EDF qui étaient avec des batteries qui sont laissées à l'abandon. Donc, je pense qu'il y aura un diagnostic à faire, ça c'est sûr. Des pollutions, bah, j'espère pas trop importantes. Voilà, donc à ce stade, on en est là. Donc, c'est pour ça que je m'étais inscrit à cette conférence, parce que on aura besoin effectivement du soutien de l'ADEME, entre autres, pour avancer sur ce dossier. Bon, bah, c'est bien, Alors ça n'hésitez permettra. pas, Oui. oui, n'hésitez pas à me contacter directement par mail du coup et on pourra en D'accord, discuter plus longuement. absolument. Et merci pour le partage d'informations, parce que c'est intéressant aussi de savoir ce qui se passe sur le territoire, même alors pour le SPI, mais aussi plus largement pour les autres acteurs du territoire. Ça me permet, moi, de rebondir sur l'intervention de M. Debuy pour demander justement sur tout ce qui était études. J'ai bien noté, Séverine, dans l'intervention, que vous n'aviez pas de moyens humains, mais que voilà, vous aviez, du coup, vous contribuiez financièrement. Ce qui veut dire que les personnes qui sont en charge de ces dossiers-là doivent faire réaliser des études. Est-ce qu'il y a une liste de bureaux d'études spécialisés ou un label, ou enfin je ne sais pas, voilà, une charte qui permet de sélectionner un bureau d'études qui produise un travail de qualité qui va en fait aider à ce que le dossier passe plus facilement dans le cadre. Il existe une certification des bureaux d'études dans le domaine des sites et sols pollués, mais en fait, il y a une possibilité d'équivalence à cette certification. Il n'y a aucune obligation réglementaire à faire appel à un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués pour ce type d'études. En fait, puisqu'il existe des bureaux d'études spécialisés en sites et sols pollués qui ne bénéficient pas forcément de la certification, puisque c'est sur la base du volontariat. Par contre, spécifiquement dans le domaine des installations classées, sans en dire trop non plus, il y a la mise en place d'attestations qui, elles, sont réglementaires et qui doivent être faites par des bureaux d'études certifiés, notamment dans le cadre de permis de construire par un aménageur quand les terrains sont en secteur d'information sur les sols. Donc là, il y a une obligation réglementaire de faire appel à un bureau d'études certifié en site et sol pollué ou bénéficiant d'une équivalence dans le domaine. Mais dans les autres cas, pour ce type d'études, il y a cette certification qui existe, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire de passer par un bureau d'études certifié. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond. Et, bon, après, donc cette liste est disponible sur le site du LNE, donc Laboratoire National d'Essai, puisque c'est l'organisme certificateur pour la norme avec les prestations de services. D'accord. Bon, ben je note, on pourra partager comme ça avec les membres, c'est noté. Puis, question suivante, du coup, on revient sur les exemples. Donc, le souhait d'exemples illustrés pour la mise en œuvre des AAP. Est-ce que qui de Donatienne ou Séverine Alors moi je peux répondre par rapport à on va dire les derniers appels à projets, donc dans le cadre du fonds Friche. On a plusieurs exemples, hein. On a eu une réhabilitation d'un collège, on a des logements, même avant le fonds Friche, on avait des projets de reconversion, enfin c'est pas de projet de reconversion, mais d'agrandissement de parcs, voilà, donc de parcs urbains. On a aussi subventionné des parcs d'activités destinés à recevoir des emplois, en fait. Voilà, donc tout type d'usage est possible, hein, dans le cadre de l'appel à projet ADEME. Ouais, on voit que c'est assez ouvert, effectivement. Oui, les critères sont un peu différents sur l'appel à projet Dryat, par exemple. Sur l'AMI, tu m'arrêtes si je me trompe, Séverine, mais c'est des critères similaires à celui de l'ADEME, en fait. Oui, et c'est ouvert en plus aux parcelles agricoles. Donc aux oui, usages voilà. agricoles. Ouais. Donc sur l'appel à projet Dryat, c'est plutôt sur des projets d'aménagement avec des logements. Et pour la dernière édition, il y a aussi les projets à vocation économique. C'est ça. Mais
Voilà, mais c'est plutôt ça au niveau des projets, effectivement. Enfin, dans la liste des bénéficiaires, enfin des lauréats, on retrouve le PA, enfin des communautés d'agglomération. Voilà. D'accord. Bon. Euh, Merci pour ces précisions. Autre question concernant le ZAN, donc zéro artificialisation nette. Est-ce qu'il sera envisageable d'imaginer un accompagnement sur la mise en place d'un observatoire du foncier économique? Et donc là, Alors, effectivement, hein, on peut accompagner la mise en place d'un observatoire. Alors, par contre, il faut comprendre que nous, on va aider par rapport à des dispositifs qui ont en charge la reconversion de friches polluées. Donc, du coup, il faudrait intégrer quand même dans cet observatoire des inventaires sur les inventaires historiques urbains. Voilà, donc les zones aussi polluées. Et dans ce cadre, et si il y a ces inventaires historiques urbains, on pourra financer une partie de cet observatoire. d'accord. Alors, juste pour complète information, je vérifie en même temps sur mon listing sur l'autre ordinateur. Donc ça, c'était une question de la part de Madame Assouline de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, donc que les participants puissent savoir, parce qu'il y a peut-être des envies de mutualisation, ça peut peut-être permettre des échanges entre collectivités sur des méthodologies, sur des idées. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas à me poser, on a encore un petit peu de temps. Sachant que c'est pas non plus, voilà, une fois que l'atelier sera fini, s'il y a des choses qui remontent, s'il y a des questions, vous pouvez contacter directement les intervenants grâce aux liens qui ont été transmis. Et puis, même via le SPI, on peut peut-être aussi jouer les intermédiaires ou vous aider à trouver la réponse aux questions qui viendraient après l'atelier. Mais là, si vous en avez, n'hésitez pas à profiter. En attendant de voir s'il y a des questions, moi, je voulais savoir, alors, vous n'êtes probablement pas ni Séverine ni Donatienne, je sais que Donatienne, ce n'est pas le cas, mais vous instruisez pas les dossiers qui sont déposés, j'imagine. Mais Si, moi je les instruis. Séverine vous instruit. Alors, Séverine, Oui. de votre expérience par rapport aux instructions que vous avez pu faire, est-ce qu'il y a des points de vigilance pour les gens qui voudraient candidater ou voilà, des points, est-ce que par rapport à tout ce que vous voyez, il y a des choses que vous retrouvez, vous dites, tiens, c'est quelque chose de récurrent, ce point-là, qui peut être bloquant, ou est-ce qu'il y a des conseils de choses à faire qui peuvent aider ou qui peuvent améliorer la qualité du dossier et donc rendre son issue plus favorable? Alors pour tout ce qui est aide aux investissements, hein, donc c'est-à-dire dans le cadre de nos appels à projets pour les travaux, enfin pour l'aide aux travaux de dépollution, il faut quand même que le côté enfin il faut que la cessation d'activité de l'ancienne friche, enfin de l'ancienne installation classée en fait qui était présente, soit achevée. Donc du coup, il faut vraiment se retourner du côté Dryad pour avoir le maximum d'informations sur le volet réglementaire pour savoir si tout a été achevé conformément à la loi par rapport à l'ancienne installation qui était présente. Ça, vous pouvez déjà trouver des informations sur Géorisque, en fait, qui peut effectivement, où sont regroupées la liste finalement des anciennes installations classées et si effectivement ça a fait l'objet d'une cessation d'activité qui a été actée ou pas par l'inspection des installations classées, ce qu'il en est sur la situation du site, de la parcelle en question. Peut-être. Vas-y. S'agissant spécifiquement de la DRIEAT, moi je n'instruis effectivement pas, comme tu le dis Myriam, je n'instruis pas directement les dossiers, on est amené nous à contribuer. Ce que je sais de mes collègues de la DRIEAT, c'est qu'il faut effectivement pas hésiter à prendre contact avec eux, dans le cadre de la pérennisation
je l'espère venir de ce fonds friche, enfin des appels à projets, pour voir si effectivement votre projet entre bien dans les critères d'attribution des aides, tout simplement parce qu'il existe quand même des critères. Enfin là le tableau ne rentre pas dans le détail. Sinon sur le site de la DRIEAT vous avez aussi toutes les informations spécifiques sur les critères de l'appel à projet et du coup je pense que des échanges directement avec les interlocuteurs peuvent déjà vous guider sur de quelle manière votre dossier aura l'issue la plus favorable. Et peut-être un autre critère assez important, c'est vraiment ne pas négliger les investigations au droit du site pour bien délimiter les sources concentrées. Ça évite des surprises et notamment des augmentations de coûts au dernier moment, quoi. Oui, je te rejoins complètement là-dessus. Effectivement, si je peux me permettre, il ne faut pas lésiner sur la qualité des études, pour s'éviter de mauvaises surprises au cours des travaux notamment, comme ça peut malheureusement arriver. Voilà. C'était d'ailleurs le sens de mon intervention tout à l'heure pour savoir pour la liste des bureaux d'études ou Oui. des labels parce que moi j'ai eu le cas d'industriels qui s'étaient retournés vers le SPI parce qu'en fait ils avaient fait réaliser des études mais la qualité n'était pas au rendez-vous, ils avaient dû recommencer. Donc outre la perte de temps, c'est aussi une perte d'argent. Et puis j'entends bien ce que dit Séverine et que tu confirmes Donatienne, c'est que le temps préalable des études, c'est pas du temps perdu, quoi. Au contraire, et ça évite les mauvaises surprises parce que j'imagine que dans ces domaines-là, quand on découvre des choses, ça peut vite chiffrer, ça peut vite déséquilibrer l'économie du projet. Oui, non, mais complètement. Et effectivement, si on a complètement négligé une source de pollution et qui, par exemple, en plus de ça, pollue les eaux souterraines ou potentiellement font un traitement des eaux souterraines, enfin, on n'est plus dans les mêmes proportions, en fait. Enfin, donc voilà, donc c'est effectivement important d'avoir un bon diagnostic et savoir à quoi on a affaire. Et je rappelle, effectivement, j'en profite pour quand même passer quelques messages, c'est que la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués s'applique à tous, et pas qu'aux installations classées, et donc à tout aménagement, et notamment, il y a une responsabilité de l'aménageur de s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux avec le projet qu'il envisage. Oui, avec l'usage. Avec l'usage, ouais, voilà, tout à fait. Ça sera différent si on part en fonction de l'usage, de l'état de présence de l'habitation, du résidentiel. Alors, ce sera différent, un bémol près, c'est que de toute façon, dès lors qu'il y a des sources, notamment lorsqu'elles sont concentrées, la priorité consiste à les supprimer. Donc voilà, et indépendamment de la compatibilité avec l'usage. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions sur le forum de discussion. Par contre, moi, j'en ai une petite dernière pour la route. J'ai vu, alors, il y avait beaucoup de chiffres dans ce que vous avez présenté, mais j'ai retenu notamment qu'il y avait beaucoup il y avait, en termes de ratio, on avait pas mal de candidatures pour assez peu d'élus au final. Est-ce que quelqu'un qui aurait tenté sa chance mais qui n'aurait pas été retenu parce que le projet n'était peut-être pas assez mûr ou est-ce qu'on peut retenter sa chance quand c'est prolongé les dispositifs, puis là j'ai entendu qu'il y avait possibilité que ça se prolonge dans le temps. Est-ce qu'il y a possibilité de retenter sa chance avec un même dossier en l'amendant? Pour notre appel à projet, oui, dès lors que les raisons qui ont fait qu'il n'a pas été éligible, c'est parce qu'il y avait un projet non mature ou par exemple aussi par rapport à une cessation d'activité qui était encore en cours, donc où il faudrait attendre qu'elle soit complètement achevée, ça n'empêche pas un porteur de projet de retenter sa chance l'année suivante ou la session suivante. Oui, ce qui entre en ligne de compte, c'est plutôt est-ce que j'entre ou pas dans les critères d'attribution. C'est plutôt ça, comme le dit Séverine, c'est effectivement pour quelle raison le dossier n'a pas été effectivement retenu. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose que vous motivez quand vous faites un retour oui, tout à fait. auquel la personne le porteur du projet peut travailler pour améliorer, pour aller dans le sens de rentrer dans les critères.
Oui, tout à fait. Enfin, les candidats évincés, en fait, on leur donne toujours les raisons pour lesquelles ils ont été évincés. Bon, bah, je pense que c'était intéressant quand même de le dire, même si voilà, il y en a peut-être qui le savent déjà, mais ne serait-ce que pour se dire que tout ce qui va être engagé sur des dossiers de demande qui peuvent aider en fait à faire aboutir ces projets qui sont quand même longs et lourds, bah, c'est intéressant de se dire que ce travail-là, il peut être prolongé, et puis on peut retenter sa chance en fait. Donc voilà. Alors je vérifie une dernière fois, mais a priori pas d'autres questions. Du coup, ben, on est pile poil dans les temps, dans les horaires. Ben, je pense qu'à moins d'un petit mot supplémentaire du côté de Donatienne ou de Séverine. Non, c'est bon? Non, à part de dire qu'effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les personnes concernées sur, à la fois sur effectivement l'appel à projet, Fonds Friche, mais concernant l'ADEME, enfin, Séverine a quand même montré qu'effectivement, il y avait quand même un panel d'aides possibles, autre que spécifiquement cet appel à projet. Oui, et cumulable en plus, donc ce qui peut être Cumulable, oui, Et cumulable, donc c'est l'intérêt. Ouais. oui, et qui permet en fait de faire avancer un projet voilà, que le projet en plus avance bien. Oui, d'être une sorte d'accompagnement en fait, de pas C'est être ça, un peu c'est ça. seul. Ça peut être utile, effectivement. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier toutes les deux, Séverine et Donatienne. Merci beaucoup pour cette présentation le support va être mis en ligne, hein, comme je vous le disais. Merci aux personnes qui ont participé aussi, qui se sont inscrites, qui étaient là, qui étaient présentes, qui ont suivi, qui ont posé des questions. C'était un plaisir de vous retrouver, même virtuellement. Et puis, bah, j'espère qu'on se retrouvera très, très vite sur d'autres sujets, d'autres thèmes, puisque le SPI a un spectre assez large dans ses travaux en matière d'environnement industriel. Bah, merci à tous et puis bah, à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.